Donc voilà, moi c'est Alessio Maglio. Déjà je suis italien, donc de temps en temps je pourrais me tromper de mots, avoir un accent un peu bizarre, c'est comme ça. Donc je travaille dans la société, société Ciné. On est basé à Caen, en Normandie. Et donc voilà, on travaille en acoustique sous-marine et on utilise la technologie d'acoustique sous-marine pour, si je reprends les mots de la présentation d'avant, euh, pour s'occuper de la biophonie, mais aussi de l'anthropophonie. Alors, je vais parler de ces arguments-là. Donc, c'est pas forcément en ordre, c'est un peu en vrac, mais voilà, je vais introduire un petit peu le paysage acoustique sous-marin, et puis parler un peu des suivis des études au niveau de la faune marine par rapport à des chantiers maritimes, côtiers ou offshore. Et donc le point 2, là, c'est ce qui concerne les projets industriels pris individuellement. Et après, je vais parler un petit peu aussi de l'évaluation de la pollution sonore sous-marine à l'échelle d'une façade ou d'une zone un peu plus large, donc qui concerne du coup l'impact cumulé. Et après, juste vraiment vite fait, un peu de technologie, mais vraiment vite fait. Voilà, donc on utilise les mêmes termes, ça c'est une autre chose que je ne savais pas trop, mais on parle d'anthropophonie, biophonie et géophonie. Donc pour nous, la biophonie c'est surtout les cétacés et les poissons, mais on a aussi des crustacés, et puis plus récemment j'ai découvert aussi qu'il y a des ingénieurs qui travaillent sur le paysage sonore des herbiers, par exemple les herbiers de Posidonie ou de Zostera dans les différentes zones selon où on se trouve. L'anthropophonie est surtout le transport maritime, puisque c'est la source principale de bruit en continu en mer, mais il y a aussi après tous les bruits impulsifs qui sont générés lors de chantiers particuliers comme la construction d'éoliennes, les travaux portuaires, la recherche de pétrole et de gaz, et la pose de câbles sous-marins, et bien d'autres choses. Et puis après, en ce qui concerne la géophonie, ça change pas trop, c'est les bruits sismiques, donc quelque chose qui, enfin voilà, la croûte terrestre qui bouge, donc les séismes, mais aussi le bruit des tempêtes, donc la pluie, le vent, qui peut être écouté en milieu sous-marin. Alors là, j'ai mis quelques images pour donner un peu un cadre. Certainement, c'est des images, enfin surtout celles du trafic maritime en haut à droite, assez connues. Donc voilà, le trafic maritime ne cesse pas d'augmenter depuis des dizaines d'années. Et donc, c'est une source qui aujourd'hui est pervasive. Le bruit généré par le trafic maritime, il est vraiment partout dans le monde, dans toutes les mers et tous les océans. Et après, depuis un peu moins de temps, on va dire entre une vingtaine d'années, il y a un développement important de ce qui est énergie renouvelable en mer. Donc la cartographie en bas, ici c'est une carte prise d'un site internet qui répertorie un petit peu toutes les zones où il y a des développements de parcs éoliens offshore. Alors ça c'est juste la mer du Nord, les mers européennes du Nord, mais il y a beaucoup de projets aussi au niveau méditerranéen et ailleurs dans le monde, évidemment, Amérique du Nord, Japon et Asie Nord-Est, oui. Voilà, et puis ça c'est une image qui résume un petit peu les niveaux. On voit pas. Bon, on voit pas la souris. Donc sur la gauche, c'est une image qui résume un petit peu les niveaux et en fonction des fréquences qu'on peut retrouver. Donc sans pointeur, c'est compliqué, mais bon, c'est pas grave. Sur le pupitre, là. Derrière. Juste derrière votre PC. Là. Trouvé. Merci. Ok. Donc là, par exemple, on a le bruit naturel en fonction de différents types de force du vent. Donc évidemment, on aura plus de bruit sur des fréquences entre 1 et 10 kHz en fonction de la force du vent. Pardon. Ici,
c'est le bruit du trafic maritime. Donc on est sur les basses fréquences, en dessous de 1 kHz. Et là aussi, c'est en fonction de la densité de trafic et des caractéristiques de ce trafic. Des cargos, des tankers vont émettre beaucoup plus de bruit que des petits bateaux de pêche, par exemple. Et après, voilà, on a ici en haut un peu toutes les plages de fréquences de différents types de bruits naturels, comme les séismes, les précipitations, le bruit de la glace dans du coup l'Arctique et l'Antarctique. Quand ça casse, ça fait un bruit qui peut être détecté aussi. Et voilà, je dirais que je ne vais pas m'étaler plus sur cette image. Donc voilà, deux graphes un peu plus techniques. Ça, c'est un bruit de trafic maritime, un bruit ambiant en fait, en mer, okay, où on voit en dessous de 1 kHz à peu près une influence particulière du trafic maritime, et en allant vers des fréquences plus élevées, en revanche, je pense que je ne parlais pas au micro, donc vous ne m'entendiez pas, désolé, voilà, c'est plus l'influence du vent vers les hautes fréquences. Et sur la droite, ça c'est un graphique qui concerne un niveau spectral d'un battage de pieux. Il y a aussi autre chose, mais la courbe rouge, c'est ce qu'on appelle, c'est le battage de pieux. Donc au moment où des pieux sont enfoncés dans les fonds marins, comme travail préparatoire avant l'installation des turbines offshore. Et après, les courbes bleues, c'est plutôt c'est une autre type une autre technique de construction. Et au fond, en gris, on a le bruit de fond du trafic maritime. En ce qui concerne la biophonie, j'ai mis juste deux spectrogrammes de ce qu'on peut voir quand on fait une analyse de ce type. Donc là, on voit des clics. Ça, c'est des clics de marsouin. C'est des sons très courts et qui vont jusqu'à 180 kHz en fréquence, donc ils sont inaudibles à l'oreille humaine. En revanche, les sifflements, ça c'est la forme d'un sifflement de dauphin. Ça fait vraiment des sifflements comme l'humain. Et c'est en revanche des signaux qui sont audibles parce qu'ils sont en dessous de 20 kHz. C'est dans la plage de fréquence des oreilles humaines. Donc qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on détecte ce type de son? Donc on peut faire des études, donc on fait des études d'impact évidemment quand il y a des chantiers maritimes. Alors on peut utiliser les mesures de bruit pour calibrer des modèles de propagation du bruit qui sont assez complexes en milieu marin pour produire des cartographies un peu comme celle-ci où au centre on a la zone de chantier, donc où il y a l'émission de bruit. Et après, on va du coup modéliser la propagation et dessiner les zones, les isolignes où on trouve certains seuils qui sont connus pour être des seuils d'impact pour certaines espèces, en particulier les cétacés, mais aussi on connaît assez bien les réponses des poissons aux signaux sonores sous-marins. Donc voilà, après la deuxième image ici, c'est un suivi long terme. Je me souviens plus, ça doit être un mois et demi, un truc comme ça, voilà, en 2023. Ça c'est le suivi du bruit sous-marin de ce parc éolien là, c'est le parc éolien des Hautes-Falaises. Pardon, je vais y arriver. Voilà. Donc devant Étretat, en face des Côtes Normandes. Et en revanche, voilà, les graphes tout à droite, c'est des graphes qu'on fait pour étudier la présence de dauphins en fonction des saisons. Dans ces deux graphiques-là, donc en haut en orange, c'est la présence de marsouins en fonction des saisons, et en bas, la présence de dauphins. Donc on mesure le taux de clics, combien de clics on détecte par heure, ou alors combien de sifflements si on étudie les dauphins, puisque les marsouins émettent seulement des clics, les dauphins des clics et des sifflements, donc en fonction de ce qu'on cherche, on sait s'il s'agit d'un groupe d'espèces ou d'un autre groupe d'espèces.
Voilà, et après, au niveau donc des seuils, quand on fait une étude, on va regarder des seuils d'impact qui ne sont pas réglementaires, en tout cas en France. Mais du coup, c'est à l'expert, acousticien ou biologiste, d'aller regarder en fonction de quel type d'environnement, quel type d'espèce, s'il est en danger, il n'est pas en danger, s'il est plus sensible ou moins sensible. Donc de configurer comment on fait l'évaluation de l'impact. Et donc on a certains seuils sont en niveau de pression sonore, linéaire, sans pondération. Il y a d'autres seuils pour lesquels on utilise des niveaux d'exposition. Donc déjà, on voit la notion temporelle dedans. Et surtout, c'est des niveaux qu'on peut pondérer selon des équations en fonction des audiogrammes. Donc là, j'ai mis des audiogrammes simplifiés de 3 catégories de dauphins. Non, 3 catégories de mammifères marins. On a les mammifères marins sensibles aux basses fréquences ici, donc les rorquals et les baleines. Et puis vers la droite, les cétacés, en particulier sensibles aux hautes ou très hautes fréquences. Donc parmi les hautes fréquences, on a les dauphins, grands dauphins, dauphins bleu-blanc, dauphins communs, et en revanche, les cétacés sensibles aux très hautes fréquences, en Europe, on a pratiquement seulement le marsouin. Et donc, quand on fait la pondération, on utilise des équations qui ont cette forme à M, et donc c'est pour ça qu'on appelle la pondération M, qu'on applique au niveau sonore large bande pour aller trouver si le bruit qui est émis par un chantier dépasse ou pas le seuil d'impact qu'on recherche. Et voilà, la seule diapo à propos de la technologie, comment on peut étudier tout ça. Bon voilà, je fais un peu de pub pour la société Ciné, ça c'est notre bruit acoustique. Donc on a un flotteur en forme de bateau, et en dessous de ce flotteur, donc on va brancher l'hydrophone avec le câble qui remonte sur le flotteur, et il est donc branché à une partie électronique qui est configurée et dans lequel on a en fait la partie algorithmique, parce que le traitement est fait directement sur cette bouée, et ensuite les données qui sont en format tabulaire, texte, sont passées soit par Wi-Fi, soit par 4G, ou alors par satellite, en fonction de la couverture qu'on a sur une certaine zone. Voilà, donc j'ai terminé plus ou moins la partie qui concerne les projets individuels, donc l'étude d'impact sur un projet d'éolienne offshore par exemple. Je vais passer à un autre type de réglementation qui est celle dont parlait Eric tout à l'heure, qui concerne en fait l'évaluation de la pollution sonore sous-marine au niveau écosystémique. On ne s'intéresse plus au projet au niveau individuel, mais on va regarder sur une période quel est l'état écologique des mers en fonction de combien de chantiers il y a eu, combien de jours de bruit, quels sont ces niveaux, s'il y avait des animaux, s'il y a un habitat ou pas, si c'est un habitat d'un animal qui est en danger. Voilà, beaucoup de facteurs. On commence par dire qu'il y a donc la réglementation, on voit pas, elle traite de 2 types de bruit, même si c'est une division plus politique que technique. Donc le bruit impulsif, tout ce qui est utilisation de canons à air pour aller chercher du pétrole et du gaz, ou pour faire d'ailleurs de la recherche géophysique dans les volcans sous-marins, etc. Battage de pieux pour la construction d'éoliennes, ou pour la construction de nouveaux extensions portuaires par exemple. Les sonars militaires ou tout type de sonar rentre dans la case bruit impulsif, même si ça ne l'est pas. Mais c'est parce qu'au niveau de l'impact, ça va impacter les animaux plus comme un bruit impulsif que comme un bruit continu. Et le bruit continu, c'est surtout le bruit du trafic maritime. Donc les pays, depuis 2008, plus ou moins, doivent tous les 6 ans produire une évaluation d'une façade maritime. Donc chaque pays, ses façades. Et puis il y a des conventions internationales, les conventions des mers régionales, OSPAR, ELCOM, la convention de Barcelone, je ne sais pas si ça parle ça, mais ça ne parle pas. C'est des conventions, c'est des traités internationaux, en gros, on peut dire qu'ils gravitent autour de l'Union européenne. Il y en a un qui concerne la Méditerranée, OSPAR concerne toute l'Atlantique Nord-Est, ELCOM concerne la mer Baltique,
Et c'est des traités qui concernent la lutte contre les pollutions. Donc c'est pour ça que depuis l'adoption de la DCSMM, donc la directive cadre stratégie pour le milieu marin, ces traités internationaux collaborent avec l'Union européenne pour produire des évaluations au niveau des régions marines ou des sous-régions marines. Donc là, j'ai un exemple sur la Méditerranée. C'est un travail que la société Ciné a fait en collaboration avec un de ces traités, qui est la COBAMS, qui est un accord international pour la protection des cétacés en mer Noire, Méditerranée et une portion d'Atlantique, on va dire juste en dehors de Gibraltar, entre Maroc et Portugal. Donc là, ce que vous voyez, c'est une carte de bruit, c'est la médiane du niveau sonore, du niveau de pression sonore généré par le trafic maritime sur un mois. Donc en gros, on se base sur l'AIS. L'AIS, c'est ce système de tracking des navires. On récupère les positions des navires toutes les 8 heures. On les utilise comme source de bruit dans un modèle de propagation. On propage à partir de chaque source en 3 dimensions sur toute la zone, et ensuite on fait la somme et on regarde la pression sonore totale. Et comme on fait ça toutes les 8 heures sur une période, après on fait une statistique, et là c'est le percentile numéro 50, c'est la médiane. Sur le mois, dans cette diapo, le mois de juillet 2020. Et c'est juste un tiers d'octave, celui qui est centré à 163 Hz. Pourquoi ça? Bon, c'est la réglementation qui le dit, on a aussi un peu de temps pour les questions, on pourra voir. Donc une fois qu'on a fait cette carte-là, qui en gros reporte des niveaux en décibels dans chaque pixel, après on peut aller voir quelle partie de la Méditerranée, dans ce cas, se trouve à des niveaux supérieurs à des seuils. Donc dans cette carte-là, on voit toutes les zones qui ont une médiane de bruit en juillet 2020 supérieure à 125 dB, évidemment relatif à un micropascal. Une fois qu'on a isolé ces zones-là, on va utiliser des modèles d'habitat. Ça, c'est en gros tous les habitats favorables pour une espèce. Dans ce cas, c'est le rorqual commun, qui existe seulement en Méditerranée, plus ou moins, en particulier en Méditerranée occidentale. Et on va voir quelle portion de son habitat se trouve là-dessus. Et comme ça, après, on est capable de regarder la proportion de l'habitat du rorqual commun qui est impacté par le bruit généré par les navires. Donc c'est une vraie évaluation qu'on a fait en 2022. Et pour l'accord ACOBAMS, mais qui concernait aussi le plan d'action pour la Méditerranée, qui lui fait partie du programme des Nations Unies sur l'environnement. Donc d'après ces analyses-là, on a vu que plus que 20% c'est le seuil établi au niveau réglementaire, de l'habitat du rorqual est impacté par le bruit généré par le trafic maritime. Ce qui donne comme résultat que le bon état écologique en Méditerranée occidentale n'est pas atteint pour l'année 2020 qu'on a évalué. Je pense que j'ai déjà pris un peu trop de temps. Je n'ai pas compté. Ça va? Encore 5 minutes. Super. Non, on peut faire des questions. Je sais pas. J'ai pas compris si je suis allé trop vite ou alors si je suis en train de bouffer le temps des questions. J'ai d'autres diapos, mais je pense que voilà. Merci et. Merci beaucoup, c'est bien intéressant. Donc si j'ai bien compris, la réglementation européenne est de 2020, c'est ça? Enfin, en tout cas la partie bruit, oui. Elle est de 2020, hein, c'est ça 2023. C'est ça, c'est tout récent. Oui, la directive, elle est de 2008. Oui, c'est ça. Ça a pris 15 ans pour que le chapitre bruit commence à exactement. Il y en a 10 avant le D11. D11, c'est le 11e descripteur de l'état écologique. Le 1, c'est la biodiversité. Le 2, c'est le réseau trophique. Le 3, c'est l'état des stocks de poissons, etc., etc. Voilà, donc on va dire la pollution sonore, c'en est qu'un parmi d'autres. Bon, ça a fait 15 ans pour qu'il y ait des seuils, qu'on puisse commencer à faire des évaluations un peu comme ça. D'accord. Et la pondération M, elle est valable pour les grands mammifères marins, mais vous l'utilisez aussi pour l'ensemble de la biodiversité ou pas du tout? Non, c'est vraiment mammifères marins, grand ou petit. C'est cétacés,
Donc on les divise en rorqual ou baleines, donc sensibles aux basses fréquences. Les cétacés sensibles aux hautes fréquences. Il y a eu aussi un changement de terminologie. Avant on disait moyenne fréquence, maintenant on dit haute fréquence. C'est toujours les mêmes, c'est au-dessus de 1 kHz. C'est les dauphins, au sens large, les orques, les cachalots aussi. Et après les marsouins, donc sensibles aux très hautes fréquences. Après, la pondération M est utilisée pour les phoques et les otaridés. Et sinon, pour ce qui est poissons, tortues, il y a des seuils, mais ils sont en niveau de pression sonore non pondéré. Donc c'est niveau flat. C'est ça. Voilà. Ok. Et une autre question, donc sur l'aspect, comment dire, jour et nuit. Est-ce qu'il y a des périodes de jour ou la nuit qui sont plus impactantes pour les animaux? Est-ce que les animaux marins ont aussi des notions de diurne, nocturne, comme on peut en avoir par exemple sur Terre, il y a des ossines qui sont très sensibles le matin, qui chantent beaucoup, les oiseaux qui chantent, ils chantent beaucoup le matin. Est-ce qu'on a ce genre de choses aussi sous la mer? Alors, oui, en effet. C'est peut-être cette diapo-là que j'avais préparée. Donc en particulier les dauphins utilisent beaucoup le biosonar, donc les clics la nuit, justement parce que parce que c'est la nuit et on voit pas, donc pour s'orienter, mais aussi pour chasser. Donc quand on écoute des fichiers audio de nuit, s'il y a un groupe de dauphins, c'est sans cesse, c'est vraiment je sais pas si vous avez jamais entendu, je l'ai pas mis, les clics. C'est vraiment comme le clic d'une souris. On entend ça tout le temps, sans arrêt. C'est pas pris en compte dans vos critères C'est ce que j'étais en train de penser. Non. C'est bizarre, mais non, mais tout l'intérêt de venir ici dans un milieu que je connais moins, justement pour avoir un regard différent. Quand on fait des recommandations sur comment faire des travaux, quelles mesures de réduction d'impact, etc., on est rarement sur la journée, puisque tout ce qui est travail offshore, vous vous doutez bien, mer du Nord, Manche, quand il y a une fenêtre de 24 heures, elle est exploitée 24 heures. Donc une fois que les travaux sont commencés, on regarde pas, ils regardent pas jour et nuit. Donc pour nous, bureau d'études qui donne des recommandations, ce serait impossible de faire accepter qu'à 17h ils rentrent. S'ils sont à 50 km des côtes, et si le lendemain il y a 2 mètres de vague. Mais vous pensez qu'ils peuvent être plus gênés la nuit que le jour par les bruits, quoi? Ils pourraient être plus gênés si du coup les signaux biologiques sont masqués par le bruit au moment où ils chassent. Et évidemment, ça va être plus impactant que s'ils sont dans un moment de repos. Alors ça m'amène à la question suivante. La directive distingue les bruits impulsifs des bruits continus. Donc les bruits continus, c'est plutôt les bateaux, les moteurs de bateaux, enfin les hélices des bateaux. Et les bruits continus, vous l'avez dit, donc c'est les battages et tout ça. Et aujourd'hui, compte tenu de la pression anthropique, de l'anthrophonie, est-ce qu'il y a un enjeu plus important côté bruit continu que bruit impulsif pour la biodiversité? C'est lequel des deux est le plus sensible à votre avis? C'est une très bonne question. En fait, en regardant une carte comme ça, par exemple, où on voit à 20% tout, donc ça c'est la première fois qu'on voit un résultat comme ça. Et à partir de là, on va essayer de comprendre aussi des questions comme ça. Puisque aujourd'hui, on ne sait pas... les deux types de bruit doivent être suivis, font l'objet de suivi et d'évaluation, justement parce qu'aujourd'hui sont considérés comme également dérangeants, différemment, puisque le bruit impulsif va avoir plus un impact aigu. Le continu, c'est plus faible, les niveaux sonores. Mais justement, ça va être une exposition chronique qui donne lieu à d'autres types d'impacts. Ça, je pense que du coup, c'est des choses que en milieu terrestre, ça doit se passer de la même façon. On ne sait pas trop si... aujourd'hui, on ne sait pas. Voilà. Ces seuils, en fait, correspondent
a une théorie qui dit que si un pourcentage d'habitat est impacté en permanence par le bruit, les animaux qui vivent dedans, soit ils vont avoir des problèmes pour communiquer, donc pour se reproduire, etc., soit ils s'en vont. Ils vont dans des zones plus calmes. Dans les deux cas, on devrait voir, mais on ne sait pas comment détecter ça, une diminution des populations. Alors comme le bruit anthropique, le trafic maritime est là depuis des dizaines d'années, c'est peut-être déjà arrivé. Alors on ne va pas le mesurer dans 10 ans. Si on stoppe maintenant, peut-être que dans 10 ans, on aura la même taille de population. Mais voilà, on en est là dans la discussion, c'est pas trop... voilà. Ok, merci beaucoup. Eric avait une question, des questions dans la salle. Oui, il y avait Guillaume là-bas. Voilà, 2 questions, mais pas plus, parce qu'après, il y a encore le terrestre, et ce qui est intéressant, c'est de faire un peu la synthèse des deux mondes. Mais on va prendre 2 questions, effectivement, peut-être. Guillaume Desormières, Thermibel. À quel niveau les niveaux de sonore sont mesurés? À quelle profondeur on les considère? Et ça dépend du projet. Ça dépend du projet. La réglementation, la DCSMM dit que ça doit être plus près du fond, donc vers 3-4 mètres du fond, par exemple. Et donc après, ça dépend. Si on est en Méditerranée, on est à 3000 mètres, ou 2000, ou 1000. Sur la Manche et sur le plateau du golfe de Gascogne, on va être à 100 mètres ou 200 mètres. Ou alors, s'il s'agit de travaux côtiers, donc dans le cadre portuaire, on est peut-être à 10 mètres. Mais voilà, en général, on met les hydrophones près du fond, sauf dans le cas où on est en train d'utiliser des instruments comme cela, où par exemple on se met près d'un point de battage de pieux, par exemple, puisque là l'idée ce n'est pas de faire de la mesure de bruit, mais plutôt de détecter s'il y a le dauphin. Et donc là l'hydrophone peut rester au milieu de la colonne d'eau, ou en tout cas même assez près de la surface. Deuxième question. Bonjour, Sylvain Guiton, Link Acoustique. Les seuils et les pondérations M sont bien indiqués dans votre présentation comme non réglementaires. Ouais. Par quel type d'études ont-elles pu être déterminées, ces limites ou ces pondérations, puisque je dirais que nous, tout vient de normes ou de la réglementation, parfois les deux en même temps. Et donc dans ce cas-là, quand c'est un non cadré par la réglementation, d'où sont issues ces valeurs que, à ma connaissance, on n'a pas trop pour le domaine terrestre? Une réponse rapide, c'est de la réglementation des États-Unis. Puisque ça, du coup, c'est réglementaire aux États-Unis. Ils doivent éviter les seuils PTS. La PTS, ça veut dire Permanent Threshold Shift. C'est en gros une sourdité temporaire, au moins sur certaines fréquences. Donc le déplacement du seuil d'audition, voilà, c'est comme ça qu'on pourrait dire, permanent. Donc voilà, en gros un son qui rend sourd ou partiellement sourd un animal. Parce que ça, c'est pris comme indicateur d'une potentielle mort de l'animal qui ne va plus pouvoir communiquer et faire ses fonctions vitales à cause des dégâts auditifs.